Mon travail, il n'est pas académique en fait. Ça ne veut pas dire bien sûr que je n'ai pas fait un travail académique puisque j'ai un doctorat, j'ai une habilitation à diriger des recherches, donc disons que j'ai tout le parcours académique en termes de diplôme. Je n'ai pas du tout une carrière académique. D'abord, je n'ai pas voulu faire de l'histoire de la philosophie. Ça ne m'a jamais intéressé de commenter des auteurs du passé. Ça ne m'intéressait pas en fait. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de réfléchir au présent et dans une perspective d'abord politique. Mais pendant très longtemps, par exemple pendant toutes les 90, il m'était impossible de publier. Parce que j'étais, si disons, dans le champ français, j'étais un peu la... Je sais pas comment dire, la personne qu'on peut pas... On sait pas où la mettre. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas où la mettre. Et du reste, on me disait régulièrement qu'on ne comprenait pas ce que je disais et qu'on ne comprenait pas ce que j'écrivais. Donc moi, j'avais quand même des doutes, parce que c'était tellement général que je me demandais si ce que je faisais, c'était intéressant. Et puis quand je faisais des conférences, ou quand j'avais des interventions publiques, peu en France, les gens se mettaient en colère, en général c'était des hommes, et ils hurlaient. Et franchement, je ne voyais pas... Et puis en fait, j'enseignais à Sciences Po aussi. Et je voyais bien que les gens, que mes étudiants à Sciences Po, en dernière année de Sciences Po, ils avaient l'impression que j'attaquais la France, alors que j'avais un regard critique, mais la France, je ne peux pas la voir comme quelqu'un qui vient de Niort. C'est pas possible. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui vient de, je ne sais pas moi, du Marin, de faire comme s'il était de Nice. Il est du Marin, il n'est pas de Nice. Et puis en plus, en général, il a bougé. Donc, et à dire vrai, une très bonne expérience en matière d'enseignement et qui m'a soulagée, je dois dire. J'ai eu une promotion en fait d'étudiants de Sciences Po qui étaient tous soit des Français qui avaient vécu longtemps à l'étranger, soit des étrangers qui vivaient depuis toujours en France, soit des gens mixtes, entre guillemets, binationaux, qui avaient des langues différentes, etc. Et à cette année-là, j'étais de plein pied avec mes étudiants. On partageait quelque chose, on avait quelque chose vraiment de commun, et la base commune était large, parce qu'on a toujours quelque chose de commun avec les autres. On ne va pas dire j'ai rien de commun, ce serait d'une bêtise atroce de dire mais voyons, je n'ai rien de commun. Mais là, la base était tellement large que je pouvais en fait, que je pouvais m'exprimer, disons, comme je voulais, sans rencontrer de résistance, parce qu'ils avaient l'habitude, tout simplement, de voir des choses de l'extérieur. Ce n'est que ça. Alors que la plupart, ils ne voient que de l'intérieur, ils ne voient pas de l'extérieur. Or, la France, quand je dis la France, il y a plusieurs choses, mais par exemple, je ne sais pas moi, les manières de faire, on peut les voir de l'extérieur, et puis on peut à la fois s'adapter, et puis d'un autre côté les critiquer. Donc, puisqu'il y a des différences. Et donc ça, c'était très bien. Donc je n'ai pas publié, et j'ai pensé même que peut-être je publierai jamais.
Parce que je ne pouvais pas. Par exemple, j'avais voulu publier très tôt un texte sur le port dit du foulard islamique. Après 1989, impossible. Et non seulement impossible, mais les gens voulaient voir si moi-même je portais un foulard. Oui, j'ai des collègues qui m'ont dit que je recrutais au foulard. Non, mais il faut penser que c'est quelque chose qui est... C'est-à-dire, c'est relativement discret. Quand je dis discret, c'est pas... Mais c'est constant. C'est quelque chose qui est constant. C'est un milieu, vous le savez, un milieu avec quand même une dose de racisme, une dose de xénophobie, une dose, etc. J'ai entendu des collègues parler d'étudiants antillais ou antillaises en parlant de l'indolence, ce qui est le cliché raciste par excellence. C'est-à-dire, en fait, les gens ne travaillent pas. Ils se laissent aller, se laissent vivre. Donc, c'est quand même une difficulté. Et puis, en fait, j'ai continué à travailler. Et puis, donc ça veut dire que en réalité, j'ai beaucoup investi dans l'enseignement. J'ai énormément travaillé pour mes étudiants. Plus que de raison d'ailleurs. Mais du coup, ça a continué à me donner quand même à continuer ma formation, si vous voulez, de telle sorte que maintenant, je dirais que j'en récolte les fruits. J'ai déjà édité les textes de Tocqueville sur l'Algérie. En 2003, j'ai eu l'opportunité de le faire chez Garnier-Flammarion. Donc j'ai fait les notes, l'introduction, etc. Or Tocqueville, c'est un auteur du XIXe siècle qui s'est spécialisé politiquement dans deux questions, l'Algérie et l'esclavage. J'ai eu beaucoup de mal à publier les textes sur l'esclavage. Soi-disant, ça n'intéressait pas. Je l'ai publié donc en 2008, alors que je voulais déjà le faire dès 2003. Donc il m'a fallu 5 ans pour que, enfin, je puisse publier chez Actes Sud les textes de Tocqueville sur l'esclavage, où j'ai fait vraiment un gros travail d'édition. Je suis très contente de ce travail d'édition. Mais déjà, vous voyez, ça, pour moi, c'est lié. Mais du fait de la division des savoirs, on se dit, mais comment ça? Alors c'est l'Algérie ou c'est la Caraïbe? C'est comme si c'était des choses qui étaient complètement différentes, qui n'avaient rien à voir, alors qu'on est dans une matrice coloniale qui a plusieurs formes, et où il y a quelqu'un qui est le premier expert, en fait, et il faut montrer ce qu'il a fait. Donc, en fait, j'ai commencé à publier en matière postcoloniale, parce qu'en 2007, j'ai publié un livre sur l'architecture des grands travaux de François Mitterrand, la pyramide du Louvre, etc. Mais disons, en matière postcoloniale, c'est un ami qui m'a proposé en 2008, donc c'est tardif par rapport à mes intérêts. Il m'a proposé de me publier. Je dis d'accord. Je trouvais que ce que je faisais était intéressant. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et à ce moment-là, j'ai pu quand même, de façon, disons, en restant dans la marge, j'ai pu commencer à montrer que la colonie, c'était un régime politique, parmi les autres régimes politiques, qu'il fallait absolument l'intégrer, en fait, disons le tableau des régimes. Et à ce moment-là, parce qu'il faut parler des rencontres, elles sont importantes, je trouve. Il y a une Américaine, Anne-Laura Stoller, qui a entendu parler de moi, qui a lu ce livre et qui a décidé de me voir. Elle m'a demandé un rendez-vous. On est devenus très amis depuis, justement parce qu'elle trouvait intéressant de faire de la colonie un concept
philosophique, plutôt que de faire comme si c'était dans les détritus de l'histoire, entre autres choses. On va un petit peu parler de l'esclavage, on va un peu parler... parce que je suis quand même de la génération dans laquelle on ne parlait pas de l'esclavage réel. L'esclavage, c'était au figuré, c'était l'esclavage, c'est la servitude, mais pas la servitude au sens des esclaves des Amériques. Donc, à part, sauf exception, je veux dire, c'était quelque chose qui était marginal. Donc, en fait, j'ai commencé à développer un travail, notamment dans des publications, qui correspond à un travail qui correspond à mes intérêts intellectuels. Parce que je dirais que le fait d'être marginal, ça donne également beaucoup de liberté. Parce que si l'on n'attend rien, pas de reconnaissance, parce que moi je pense que la reconnaissance c'est assez problématique, parce qu'il y a une conformation en fait, donc une normalisation d'une certaine façon par rapport à des attentes, et donc ça diminue quand même la liberté d'expression, même si on ne le souhaite pas, par exemple en restant dans un cadre purement académique, où on fait comme si on tombait du ciel et puis on va parler en général en faisant comme si c'était par exemple pas moi qui parlais. C'est ce que font un peu les philosophes académiques. Je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent à telle question plutôt qu'à une autre. On ne sait pas ce qui motive leurs recherches, on ne sait pas ce qu'ils ont en vue, etc. Et donc j'ai commencé à développer des réflexions en fait sur la décolonisation, mais pas seulement sur le plan politique, sur les plans aussi épistémiques, culturels et artistiques. Parce que bien entendu, mon intérêt pour les arts plastiques n'a pas diminué, au contraire, il a augmenté et il croît d'une certaine façon de plus en plus, c'est-à-dire que je trouve qu'il gagne en intensité. C'est-à-dire que ma curiosité, elle me permet aujourd'hui, je dirais, de traiter le travail artistique comme les autres références que j'ai. C'est pas un objet, c'est pas un exemple. J'ai par exemple une référence philosophique, mais je vais avoir une référence artistique. Donc je les mets sur le même plan. Je ne considère pas qu'il y a la référence philosophique et au-dessous l'objet artistique, comme on le fait traditionnellement dans le cadre de la philosophie. Donc du coup, en fait, je suis toujours sur des zones frontalières, à la frontière de 2 ou de 3 choses, par exemple. Je m'en suis rendu compte petit à petit, puisqu'on se rend compte de la manière dont on travaille. Et moi, je ne peux pas travailler à l'intérieur d'un cadre prédéterminé. Voilà, je travaille, c'est comme si on... Parce que l'encadrement, c'est quelque chose, j'en parle au sens de l'encadrement matériel. C'est aussi une domestication. C'est aussi une domestication. On met une peinture, par exemple, dans un cadre, mais on est en train de limiter sa portée ou son aura, pour parler comme Walter Benjamin. Et donc, parce que les œuvres, elles sont puissantes aussi. Les œuvres artistiques, elles sont puissantes. Enfin, pas toutes, bien entendu, mais il y a des œuvres qui sont très puissantes. Elles sont très puissantes, c'est-à-dire elles restent, on les a dans l'œil, elles se sont vraiment, comment dirais-je, elles ont été incorporées, et de sorte qu'on pense avec. Encore faut-il l'expliciter. Donc j'ai écrit des livres, j'ai aussi dirigé un programme au Collège international de philosophie qui s'appelait la décolonisation des savoirs. Décolonisation des savoirs dans lesquels je considérais qu'il fallait inclure dans les savoirs la littérature et les arts. Et en particulier les arts plastiques, alors que en général on les exclut du savoir. On dit voilà, il y a la connaissance philosophique ou le savoir philosophique, et puis il y a la littérature, c'est autre chose, et puis il y a les arts plastiques, c'est autre chose. Donc j'ai essayé d'articuler en fait ces champs. J'ai publié par exemple un texte qui s'appelle Les miroirs vagabonds,
ou la décolonisation des savoirs, art, littérature, philosophie. Donc, et puis j'ai donné aussi beaucoup d'importance à la migration dans mon travail, mais en quel sens la migration? Pas forcément la migration au sens, je dirais, matériel et physique. Je pense à la migration, pourquoi? Parce que, par exemple, alors c'est encore un peu différent, c'est très différent dans les anciennes colonies esclavagistes. Mais par exemple dans les anciennes colonies africaines, pourquoi? Parce que la migration, elle a eu lieu au sens propre. Il y a eu une déportation de populations africaines vers les Amériques, donc au sens propre, il y a une migration. Il y a une migration, il y a la perte d'un pays, il y a la perte d'un continent, etc., la perte des langues. Quand je dis la perte, c'est pas une perte spontanée, puisque c'est une destruction. Donc cette destruction, elle produit une perte, évidemment, chez les Africains déportés pendant des siècles, hein, on le sait, hélas. Mais je pensais aussi la migration, y compris quand on reste, par exemple, dans son pays, mettons, on prend l'Algérie, et le fait d'être sous une domination étrangère, ça fait qu'on change de pays alors qu'on est chez soi, mais on n'est plus chez soi. On n'est plus chez soi d'aucune manière. D'abord, on est exproprié des terres. Ensuite, les lois, c'est pas les nôtres, c'est d'autres lois, qui sont celles d'autres personnes. Et en général, il faut le dire, ce n'est pas vraiment des lois parce que c'est des lois d'exception. Donc elles ont juste la forme de la loi, mais pas la substance. Et puis, sous une langue étrangère. Donc du coup, on change de pays, en restant, en étant quelquefois déplacé, etc. Et ce qui fait que le fait d'aller d'un lieu à l'autre, quand j'entends d'un lieu à l'autre, d'un lieu interne à l'autre, par exemple de passer d'une langue à l'autre, c'est déjà une migration. C'est déjà une migration. On le voit par exemple, on comprend ça avec l'imposition du français par exemple dans la Caraïbe et le statut du créole. Et même aujourd'hui, où il y a une polémique parce qu'il n'y a plus de postes en créole ouverts au concours, etc. Parce que le lieu originel, c'est le créole. Puis ensuite, le français. Bon, bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais qui parlent français comme langue première. Mais initialement, c'était le créole comme langue première et le français comme langue seconde. Comme par exemple l'arabe ou le kabyle comme langue première et le français comme langue seconde. Donc ce va-et-vient-là, ce va-et-vient linguistique, il est créateur, donc il est une migration, puisqu'on passe d'une chose à l'autre, d'un univers à l'autre. Et ce qui permet de mieux comprendre aussi ce qu'on appelle les migrations postcoloniales. Mais moi, je n'ai jamais travaillé sur l'immigration. Pourquoi? Parce que dans mon travail, je me situe délibérément, volontairement, consciemment, de façon réflexive, réfléchie, du côté des ex-colonisés dans les ex-colonies. Parce que ce n'est pas les mêmes questions. C'est pour ça que je me sens une affinité, par exemple, particulièrement avec la Martinique, que je connais mieux que la Guadeloupe. Je me sens une grande affinité. Parce qu'on est du côté ex-colonial, pas du côté ex-impérial de l'Hexagone. Donc comment les choses... C'est compliqué en Martinique. Pourquoi est-ce que je dis ça? En Guadeloupe aussi, bien sûr. Parce que je parviens difficilement à concevoir la décolonisation indépendamment de l'indépendance. Parce que là, c'est très complexe. Et puis, c'est pas exactement la même chose partout. Je trouve qu'il y aurait une étude, mais moi je ne connais que... quand je dis connaître d'une certaine façon, hein, relativement bien entendu, je ne peux pas connaître comme un Martiniquais, une Martiniquaise, la Martinique. Mais disons, de l'extérieur,
je ne connais pas assez d'endroits pour voir pour saisir les différences et les points communs. Je ne connais bien, je dirais, que la Martinique et la Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est déjà pas mal. Mais disons, je peux pas, je me dis, parce qu'en Martinique, il y a quand même, une bourgeoisie blanche béquée qui, disons, dispose de la plus grande partie du capital économique. Donc, ça a forcément des conséquences. Et d'ailleurs, il n'y a pas véritablement d'artistes béquets dans la Martinique, enfin, à ma connaissance. C'est aussi quelque chose qui doit interpeller. Qu'est-ce qui fait que il n'y en a pas un qui trouve que... Moi, on m'a déjà dit, par exemple, que donc une petite fille de Béquet qui me disait que dans sa famille, au François, forcément, on lui disait que Fort-de-France était dangereux. Donc, bien sûr, on sait qu'il y a de la criminalité, il y a des attaques, etc. Mais enfin, bon, de là à dire Fort-de-France est dangereux, c'est pas pareil. Donc, du coup, c'est difficile. Mais je me suis aussi intéressée, disons, de façon élargie à d'autres... comment dirais-je, à d'autres zones, je dirais, territoriales du continent africain, parce que je trouve que ça apprend beaucoup de choses quand on est... Ça apprend vraiment beaucoup de passer d'un univers à l'autre, plutôt que de devenir spécialiste d'un seul univers, pour une philosophe. Parce que bien entendu, je ferai de la sociologie, je devrais me spécialiser d'une certaine façon, ou de l'anthropologie, c'est pareil, je ne pourrais pas être spécialiste et de ceci et de cela, etc. Donc, d'une certaine façon, je n'ai pas de, comment dirais-je, voilà, je n'ai pas entre guillemets de terrain. Je ne suis pas comme ces gens qui travaillent sur des terrains et qui disent voilà, je vais devenir spécialiste de l'esclavage. Mais j'essaie d'observer parce que je trouve que l'observation c'est quelque chose qui philosophiquement est très important. J'essaie d'observer des choses et par exemple, l'une des premières observations que j'ai pu faire en allant en Martinique, ça a l'air d'être très éloigné des arts plastiques, mais je trouve que c'est très important, c'est que j'ai reconnu le refus de servir au sens du service et non pas au sens de la servitude qu'on peut trouver en Algérie et qu'on pouvait retrouver en Martinique par exemple. C'est-à-dire que les métiers du service, dans les métiers du service, les gens ont envie de faire quand ça leur chante et non pas quand le client arrive. Comme s'il y avait un asservissement dans le fait de répondre à la demande d'un client. Je me suis dit, c'est pas possible, mais j'ai pas changé de pays. Et donc ça, c'est vraiment issu aussi de la colonisation française. Parce que dans l'espace français, le service, il n'est pas valorisé. Et à Paris, ça se voit très bien. C'est comme s'il y avait des relations de pouvoir. Donc je crois qu'en fait, de ce fait-là, il y a beaucoup de barrières internes qui peuvent, disons, à la fois faire obstacle à la pensée, mais aussi faire obstacle au travail artistique, mais aussi faire obstacle à l'élaboration théorique. Je crois qu'on a un petit peu à travailler contre soi, je dirais. Voilà, c'est pas contre... Parce que pour moi, la décolonisation, on n'a pas d'adversaire à proprement parler dans la décolonisation. C'est un travail sur soi-même. Et ce travail sur soi-même, ça permet
Ça permet, surtout quand il est fait collectivement, parce qu'il ne s'agit pas d'être tout seul dans le désert, mais quand il est fait collectivement, ça permet de changer le rapport à l'autre, et c'est la raison pour laquelle je me méfie beaucoup de la notion de reconnaissance. Je m'en méfie beaucoup, j'ai l'impression que c'est presque un miroir aux alouettes. C'est-à-dire que je suis sensible, par exemple, je suis hypersensible à la notion fanonienne de l'actification. L'actification, c'est comment, d'une certaine façon, se défaire de soi pour être reconnu, sachant que l'expérience montre que ce n'est pas parce que les gens se sont défaits de soi qu'ils ont été reconnus. D'où le miroir aux alouettes. Parce que, par exemple, dans ce que dit Fanon, Fanon, il restera noir à jamais. Donc, il aura beau être un génie, porter un costume, parler français beaucoup mieux que les Français, être extrêmement bon orateur, eh bien, il sera toujours considéré comme légèrement inférieur, même s'il est supérieurement supérieur. C'est un petit peu ça c'est la raison pour laquelle je pense que la reconnaissance... Alors la reconnaissance, c'est une question qui se pose pour chacun. C'est une question qui se pose, et c'est une question qui se pose, je dirais, presque inévitablement, parce que c'est comme quand on a envie de savoir quelle est sa place dans la famille, on aimerait bien savoir quelle est sa place dans la société, et on aimerait bien que ce soit une bonne place. Je dirais imaginairement. Mais maintenant, on peut ne pas avoir de place, mais ça n'empêche pas de faire quelque chose sans savoir, disons, le siège sur lequel on peut s'asseoir et se reposer. Parce que ça, dans un monde dans lequel la domination existe, sur tous les plans, parce qu'elle n'existe jamais que dans un seul plan, eh bien, disons que d'une certaine façon, on peut manquer d'assises. On peut manquer d'assises. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on... C'est pour cela que ma pensée, elle s'est développée vers une pensée, je dirais, du mouvement. Quand je dis migration, c'est aussi mouvement, c'est aussi déplacement, parce qu'on peut, par exemple, tenir debout, non pas parce qu'on est planté quelque part, mais parce qu'on est en train de marcher, même sur un fil. On arrive à marcher sur le fil, on est debout, et c'est parce qu'on a appris à marcher sur le fil. Et cette image-là, pour moi, elle est vraiment très très importante, parce que il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir rester assis, avoir une place, etc. J'entends cela évidemment non pas au plan psychologique, mais au plan social. Et ça a été déjà théorisé avant moi, mais il faut poursuivre dans l'analyse. D'une certaine façon, je crois que en conséquence de ce que je viens de dire, c'est mieux de ne s'attendre à rien, j'entends entre guillemets des autres aussi entre guillemets, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas la même expérience que nous, dont l'expérience est une expérience qui peut être moins difficile ou qui peut être plus, je dirais plus... Comment l'exprimer? C'est assez difficile, c'est... Parce qu'il y a des talents, bien entendu, mais moins historiquement accidentés. Voilà. S'agissant de l'art contemporain, j'ai à la fois de grands plaisirs et des inquiétudes. Alors pourquoi les inquiétudes? Je commencerai par les inquiétudes et puis je terminerai par les grands plaisirs. Les inquiétudes parce que on est quand même pris dans un contexte qui est néolibéral. Donc, c'est-à-dire ultra individualisé,
et qui peut vouloir dire ultra individualiste. Par exemple, de la part des artistes. Parce qu'il y a des artistes qui travaillent sur des questions. Il existe des artistes qui travaillent sur des questions dont on peut se demander si elles ne sont pas presque instrumentalisées d'une certaine façon, c'est-à-dire polies également, sans trop d'aspérité, pas de piquant, pas de pique, de telle sorte qu'elles plaisent dans les biennales d'art contemporain, les foires, les galeries, etc., les collectionneurs. Parce que je trouve qu'il y a certaines questions qui sont un petit peu, qui peuvent être d'une certaine manière commercialisées, c'est-à-dire avec une charge moins grande que d'autres travaux qui sont moins, par exemple, qui sont moins, peut-être pas moins évidents, mais qui peuvent être plus corrosifs. C'est logique, parce qu'il y a des gens qui sont plus radicaux et des gens qui le sont moins. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler la fausse radicalité commerciale. La fausse radicalité commerciale, elle est liée à l'écart entre ce que la personne pense qu'elle fait et ce qu'elle fait réellement. Ce qu'elle dit et puis ce qu'elle réalise. Par exemple, plastiquement. On peut le voir aussi dans les textes. Et donc, je dirais que j'ai pas... Bon, je suis bon public, à dire vrai, mais j'ai quand même des réserves sur certaines choses qui peuvent avoir du succès, même avoir un grand succès international même, mais qui, dans le fond, sont peut-être un peu superficielles. Voilà. À dire vrai, j'aime pas trop ce qui est superficiel. Bon, c'est peut-être parce que je suis philosophe et que je cherche certaines choses dans les œuvres que d'autres ne chercheraient pas, etc. Je relativise, hein, je ne suis pas du tout en train de donner une leçon de regard, mais je trouve que... voilà, moi je pense par exemple, je pense qu'il y a des artistes qui mériteraient d'être plus montrés, mieux montrés, même si leur travail est moins évident. Parce que c'est tout un registre, le registre du visible, c'est particulier parce que il y a des artistes qui travaillent sur de très bonnes questions, mais qui ne vont pas vraiment très loin. Ils s'arrêtent au point où le marché va les accepter. Je ne vais pas condamner ces artistes. Je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas, c'est ce qui leur permet de devenir célèbres. Voilà, il y a un marché de l'art contemporain. Et dans ce marché de l'art contemporain, il y a des, comment dirais-je, il y a des hégémonies. Il existe des hégémonies avec je dirais, entre guillemets, des communautés. Non pas du tout au sens du marronnage ou du combit, comme on dit à Haïti, mais de communautés, de gens qui ont envie de choses qui ne dérangent pas trop. Voilà, même esthétiquement. Donc parce que ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'on puisse, disons, s'éloigner de la lactification. Hein, c'est la ligne. Comment rester ferme par rapport à ce qui serait une lactification. Alors la lactification, ça vaut par exemple, bien sûr, ça vaut pour les Algériens.
Ça vaut pour les Algériens, les artistes algériens. Bon, la première génération, en tout cas, je ne parle pas de la génération en Algérie, mais ici en France, la première génération, elle a été connue justement au début des années 2000. Je pense par exemple à deux artistes algériens, Kader Atia et Zineb Sedira, qui sont devenus des stars. C'est très bien pour eux, puis c'est miraculeux en termes sociaux, je dirais aussi. Mais ensuite, sur quoi les gens travaillent, je sais pas, j'ai beaucoup de doutes, en fait. J'ai beaucoup de doutes, même si je suis, par exemple, comment dirais-je, touchée par des travaux qui esthétiquement n'ont rien à voir, ou sont d'espaces qui sont complètement différents et donc d'esthétiques différentes. Parce que l'esthétique, c'est quelque chose qui est pas seulement lié à l'œuvre. Je vais donner un exemple. Je suis en Nouvelle-Calédonie, il y a une galerie, je vois des toiles et je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Je trouvais qu'il y avait une esthétique qui était caribéenne. Et pourtant, il s'agissait bien de choses qui... Ce que présentait la toile, c'était vraiment calédonien et même kanak. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui vois de la Caraïbe partout? Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, c'est un Calédonien d'origine guadeloupéenne. Calédonien d'origine guadeloupéenne. Donc pendant des années, il est allé passer 2 mois de vacances en Guadeloupe. Et ceci, d'une certaine façon, expliquant cela. Donc ça veut dire qu'il y avait une esthétique plus large que l'esthétique même de l'œuvre, qui me donnait qui pour moi était très familière, qui me rendait le travail très proche, alors qu'en même temps, il était éloigné. Donc, cet éloignement, cette tension entre l'éloignement et la proximité, je le trouvais très intéressant, à la fois venant de l'artiste, mais aussi venant de moi et cherchant à... Donc j'ai consacré du reste un chapitre de mon dernier livre, Sortir de terre, une philosophie du végétal, à une toile de cet artiste. J'ai aussi parlé par exemple de Annabelle Guéredra, la performeuse martiniquaise, qui du reste est née en Nouvelle-Calédonie et a vécu à l'étranger. Oui, elle a tout un parcours, Annabelle Guéredra. Et donc en fait, j'aimerais que enfin, quand je dis j'aimerais, je parle comme les enfants en disant ça. Mais je pense qu'on peut le dire. J'aimerais, voilà, que les travaux ne se... Bien sûr qu'ils évoluent, mais qu'ils ne se soumettent pas à certains impératifs du marché. Voilà, qui ne se soumettent pas à ça, parce que dans tous les espaces, en général, le marché, pour parler comme ça, préfère, mais les gens, si on dit entre guillemets les gens, en général, préfèrent le lisse au rugueux. Ils préfèrent ce qui ne heurte pas. Je comprends. Mais moi, je me définis moi-même comme une figue de Barbarie. C'est-à-dire des piquants à l'extérieur, mais de la douceur à l'intérieur. Ça veut dire que on peut aussi, je pense qu'on peut, que la rugosité ou les piquants ont leur place en fait dans le monde intellectuel, dans le monde artistique, et qu'on ne peut pas considérer qu'il faut tout couper, qu'il faut rendre tout lisse. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans mes livres, j'ai pu dire, par exemple, que je pense que j'ai pas le cheveu lisse dans ma tête. J'ai le cheveu bouclé. Parce que ça veut dire que je n'emprunte pas, par exemple, la linéarité académique, mais aussi culturelle française.
parce qu'on peut penser autrement. Je pense par exemple à un article qui s'appelle Mohamed Bourouissa, qui me disait que lui, il encerclait d'une certaine façon ces sujets. Il n'arrive pas directement pour les fendre ou pour aller au cœur. Mais c'est une pratique. Et donc, je trouve que c'est justement la liberté dans les manières de faire, dans les manières de penser. Cette liberté qui est aussi initialisée par nos cultures qui sont différentes. Culture, je l'entends dans un sens très large. C'est aussi une culture, ça peut être aussi une culture sociale. Et ça, c'est à cultiver justement, parce que c'est ce qui nous fait passer. Enfin, moi, par exemple, face à des œuvres, ça me fait passer par des chemins que je n'aurais pas empruntés